Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez votre chaîne, la FM Télévision. Plateau spécial, tel que ça a été annoncé par nos différentes plateformes, réseaux sociaux, et ainsi de suite, pour restaurer la paix, la cohésion nationale, les vivre ensemble, ainsi que consolider l'état des droits. Les confessions religieuses réunies, Senko SCC, la plateforme des confessions religieuses au Congo, ainsi que la coalition interconfessionnelle pour la nation, ont rendu public le 8 août dernier la feuille de route en vue du dialogue. Cependant, une étude comparative ou une réflexion comparative nous pousse à avancer nos idées. Le chef de l'État a été au 2e congrès de l'Union sacrée de la nation. Lequel congrès, le chef de l'État a souligné en ce qui concerne les dialogues, aucun dialogue sans mon initiative. Nous voulons savoir, est-ce la feuille de route publiée par les différentes confessions religieuses et les discours du chef de l'État au 2e congrès de l'Union sacrée? On peut se poser des questions en voulant savoir, est-ce qu'il y a une ambiguïté, il y a une réalité, ou il y a des cartes politiques à jouer? Pour décrypter cette feuille de route, il est crucial d'examiner quelques questions afin de dissiper toute ambiguïté et d'éclaircir la situation complexe qui prévaut. Pour en parler et en débattre, normalement ce n'est pas un débat contradictoire, mais un plateau spécial, nous recevons pour vous la bouche autorisée le révérend père ingénieur Emmanuel Moutoulosi, président en charge de la communication et porte-parole de la coalition interconfessionnelle pour la nation, SIN RDC en sigle. Avec lui, on va comprendre quels sont les dessous de cette feuille de route alors que les turbulences se décrètent de partout. Les différentes parties prenantes, nous attendons que cette feuille de route nous donne gain de cause parce que pour le peuple, ainsi, les confessions religieuses représentent la pensée divine. Révérend Père, merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ces grands plateaux spéciaux. Merci, merci M. Jean, merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir pour nous de répondre à vos invitations pour éclairer la lanterne de la population congolaise dans son ensemble en rapport avec l'actualité de l'ère, les enjeux de l'ère relatifs à la feuille de route qui a été rendue publique depuis le 25 août. Ah, le 25 août. Depuis le 25 août. D'accord, merci pour la correction. Cette feuille de route. Merci pour votre invitation. Très bien. Vous savez que c'est une émission tellement pédagogique parce que d'après nos publications, on attend qu'au de vous une explication claire. Il y a même un téléspectateur qui m'a écrit en disant « Demandez au père de nous éclaircir avec un français facile. » Et pourquoi pas à un certain moment donné entrer en lingala parce qu'on ne comprend plus rien. Avant d'entrer dans le vif du nécessaire, c'est de nous donner en synthèse, en symbiose, ce qu'a été la feuille de route. Parce qu'il y a trop de questions là-dessus. Vous avez le temps, je vous accorde 4 minutes pour expliquer en quelques mots ce qu'a été la feuille de route, l'objectif principal de cette feuille de route est laquelle, ou lesquels plutôt. Vous avez le temps. Bien, merci monsieur le journaliste pour la question. Comme je viens de le dire d'entrée de jeu, c'est de notre devoir de pouvoir éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale, surtout qu'il y a beaucoup de nos frères congolais de la diaspora qui ont les regards et les oreilles tournées vers leur pays pour comprendre exactement ce qui se passe au pays au regard de la situation que tous les Congolais, sans exception, connaissent et suivent dans les moindres détails. Avant de pouvoir donner la quintessence de cette feuille de route, je voudrais d'abord circonscrire les contextes et les cadres. Pourquoi cette feuille de route? Elle vient d'où? Quel est l'objectif ou quels sont les objectifs
de cette feuille de route. D'abord, nous devons comprendre que tout part de la crise que traverse le pays. Nous avons tous été témoins, ou nous sommes tous témoins de l'agression à laquelle fait face notre pays depuis aujourd'hui bientôt 3 ans, mais c'est la situation sécuritaire dans son ensemble au nord-est de la République démocratique du Congo qui est instable. Notre pays connaît des crises multiformes et multidimensionnelles. Aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que nous sommes dans cette situation et donc le pays ne peut pas décoller dans ces conditions. Nous avons tous vu au mois de janvier de cette année 2025 la chute de la ville de Goma par la rébellion menée par l'AFC M23, soutenue par les Rwandais, que nous tous nous l'écrions. À partir de cette situation, les différentes confessions religieuses ont pris l'initiative. Parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans ces conditions. Nous ne pouvons pas vivre et ignorer qu'il y a une partie du pays qui n'est pas sous contrôle des autorités établies. Nous ne pouvons pas vivre et ignorer que nous avons des frères et sœurs qui ne savent même pas où poser la tête, qui ne savent même pas quoi manger. Nous avons des frères et sœurs qui ont quitté leur village, qui ont quitté leur maison, qui ont abandonné tous leurs biens. Plusieurs déplacés de guerre, plusieurs réfugiés. Alors, nous, en tant que pères de l'Église, nous ne pouvions pas croiser les bras et constater avec tout le monde, comme on dit, on serait traité des personnes de non-assistance à personnes en danger. Et donc, les différentes confessions religieuses, en commençant par les tandems Senko et CC, qui était la première à prendre l'initiative d'aller voir les chefs de l'État pour proposer une piste de solution pour ramener la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo. Je crois que tous les Congolais, en tout cas dans le monde entier, ont suivi avec intérêt tous les mouvements qu'ont fait la Senko et les CC de plaidoyer à travers les différents pays pour essayer d'obtenir, n'est-ce pas, l'adhésion ou expliquer l'initiative qui était la leur pour la sortir de la crise au pays. En dehors de la Senko et CC, il y a d'autres confessions religieuses qui ont parallèlement aussi réfléchi et proposé des initiatives. En l'occurrence, la plateforme des confessions religieuses qui a proposé une initiative de réconciliation nationale. Et nous, la coalition interconfessionnelle pour la nation, nous avons proposé l'initiative de la concertation nationale. Je crois que vous avez tous suivi quand le chef de l'État avait reçu la Senko et CC, il leur avait demandé de faire l'inclusivité. L'initiative était bonne, mais le chef de l'État a souhaité que cette initiative soit portée par toutes les confessions religieuses, qu'elle soit portée par d'autres confessions religieuses dans l'unanimité, pour que ça ne soit pas une initiative isolée de la Senko et CC. Donc, c'est sur demande du chef de l'État que nous avons été approchés par ces services, notamment le directeur des cabinets qui nous a invités dans son cabinet de travail, où il nous a été demandé de fédérer nos énergies ensemble avec la Senko et les CC et la plateforme de confession religieuse et nous la SIN pour qu'ensemble nous puissions harmoniser nos différentes initiatives et aboutir à une initiative commune qui rencontre les attentes de toutes les confessions, qui répond aux attentes de la population. C'est comme ça qu'après plusieurs séances de travail technique, nous avons abouti à l'harmonisation de nos différentes initiatives pour produire ce que nous avons rendu public, la feuille de route qui décline les différentes étapes qui vont nous amener au dialogue politique. Tout ça dans les soucis, dans les buts de ramener la paix, la cohésion nationale, la réconciliation, pour que tous ensemble, en tant que peuple congolais, nous puissions tourner nos regards vers l'avenir pour le développement du pays. Donc voilà le contexte ou la genèse d'où est venue la feuille de route qui, en son sein, a 4 grandes étapes. La première étape,
c'est ce que nous avons appelé les mois de la paix. Évidemment, on va entrer dans les détails, comme vous l'avez dit, mais je vous décline les objectifs de la feuille de route. Nous avons les mois de la paix. Les mois de la paix, qui est une étape préparatoire. Il y a des activités qui seront organisées, dont nous allons développer tout à l'heure. Après les mois de la paix, nous avons les dialogues des experts. Après les dialogues des experts, à la troisième étape, nous avons les dialogues politiques. Et à la fin, nous avons les conférences internationales. Donc voilà, de manière brève, c'est que la feuille de route, d'où elle est venue, comment nous sommes arrivés à cette feuille de route. Très bien, merci beaucoup, révérend Père. Nous entrons dans la décortication. Il faut maintenant comprendre quels sont les dessous, quelles sont les cartes à jouer, parce que la réalité semble donner autre. Mais avant l'entame, on fait la forme. C'est pour comprendre la forme. Vous l'avez dit, l'initiative, initialement, commençait avec la Senko SCC. Et c'était à la demande du chef de l'État que la Senko rencontre les autres confessions religieuses dont vous êtes membre et aujourd'hui porte-parole. Des signes, bien évidemment. Je voudrais savoir, avez-vous eu la tâche facile? Vous avez été accepté facilement par la Senko SCC de pouvoir cohabiter ou faire un travail d'inclusivité? Bien, merci pour cette question très pertinente, parce que c'est une question qui a amené à beaucoup de spéculations. Les gens ont interprété à leur manière. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous disons au peuple congolais et que nous avons été approchés par les services du chef de l'État, comme je viens de le dire, en l'occurrence le directeur des cabinets, qui a réuni toutes les trois grandes confessions dont je viens de citer, les tandems Senko SCC, la SIN RDC et la plateforme des confessions religieuses. Nous avons été internés quelque part ici dans la ville de Kinshasa, où nous avons fait des séances techniques, des travaux d'harmonisation. Ce que je dois vous avouer, l'esprit ouvert, l'esprit sincère, le caractère très sincère qui a marqué toutes ces séances de travaux que nous avons eues. Pour répondre à votre question, la Senko n'a fait que la volonté ou la demande du chef de l'État de chercher l'inclusivité. Si nous, à notre niveau, en tant que père de l'Église, nous ne savons pas nous mettre d'accord, si nous ne savons pas être unis, si nous ne savons pas prôner l'inclusivité, de quelle manière allons-nous demander à ceux qui sont nos fidèles, à ceux qui sont nos enfants spirituels, de se mettre ensemble? Donc nous devrions donner l'exemple. Ça veut dire que la Senko n'a opposé aucune résistance. C'était d'ailleurs son souhait, puisque vous le savez, que la Senko avait mené aussi ses consultations à travers d'autres plateformes religieuses avant même de retourner vers le chef de l'État. Donc pour dire que la Senko a grandement ouvert les portes pour que tous ensemble nous puissions travailler comme un seul homme et harmoniser. Il nous avait été demandé d'harmoniser. Je vous ai dit que la Senko SCC avait une initiative. Nous, la SIN, avons proposé une autre initiative. La plateforme des confessions religieuses en a proposé une autre. L'harmonisation a demandé à ce que tous ensemble nous puissions voir quelles sont les convergences de ces différentes initiatives et quelles sont les divergences de ces trois différentes initiatives. Nous avons travaillé sur les convergences, nous avons travaillé sur les divergences. C'est ce qui nous a amené à produire la feuille de route qui a été rendue publique. Donc, en clair, la cohabitation est harmonieuse, l'esprit sincèrement ouvert, et nous, en tant que père de l'Église, nous prêchons par cet exemple, puisque maintenant, il n'est plus question de l'initiative de la Senko SCC, mais de l'initiative des confessions religieuses. Si vous suivez l'intitulé même de la feuille de route, il est dit initiative des confessions religieuses. C'est pour marquer déjà la collaboration, l'inclusivité et l'unité au sein des confessions religieuses. Très bien, très bien. Merci beaucoup. On reste encore au niveau de la forme.
vous parlez de l'inclusivité. C'est bien. Nous avons des confessions religieuses différemment. Il y a les églises chrétiennes telles qu'on les maîtrise. Il y a les musulmans aussi. Il y a le kimbanguiste. Ils sont un peu plus nombreux, ou nombreux si je ne peux pas encore les dire. Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'au niveau de la représentativité, toutes les confessions religieuses, nous sommes dans un état laïque. Est-ce que toutes les confessions se sont retrouvées dans vos différentes plateformes aujourd'hui et qu'il n'y a pas de petits soucis d'avoir exclu tel ou bien vous avez joué à une géopolitique? Nous voulons savoir actuellement, tout est au calme au niveau des confessions religieuses et au niveau de la représentativité, il n'y a pas de problème. Bien, c'est une question, je dirais, piège, mais elle vaut la peine d'être posée pour éclairer l'opinion, parce que il ne faut pas ici aller à l'encontre de l'esprit même qui est prôné de l'inclusivité et de la cohésion. Je suis très content de vous avoir entendu dire nous sommes un pays laïque, ce qui est vrai. Mais si nous devons parler en termes de religion, dans notre pays, nous avons combien de religions? Je ne suis pas disposé à vous poser des questions, mais nous avons les chrétiens. Dans les chrétiens, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les kimbanguistes, il y a les églises de réveil, il y a toutes sortes d'églises qui se reconnaissent être chrétiens. Ensuite, nous avons les musulmans. Nous avons les musulmans, nous avons les bouddhistes, nous avons les hindouistes. Ça veut dire que, en prenant de manière globale, toutes les grandes religions du pays sont représentées. Mais si maintenant, il faut prendre un représentant par confession, vous voyez que même l'essence de la médiation ne sera plus respecté. Non, mais c'est ça la beauté de l'inclusivité. C'est justement ce que je suis en train de dire. Ça veut dire quoi? Je suis en train d'expliquer clairement, que vous compreniez que toutes les grandes confessions religieuses sont représentées. C'est comme à l'Assemblée nationale. Nous sommes plus de 100 quelques millions d'habitants. Il n'y a que 500 qui nous représentent et qui parlent au nom de la nation congolaise, que nous avons élus. Parce qu'ils ont consulté ceux qui les ont mandatés. Justement, mais nous, si vous venez par exemple à notre niveau, au niveau de la CIN, à elle, c'est l'appli de 80 confessions religieuses à travers tout le pays. Au sein de la CIN, nous avons une particularité que vous ne trouverez pas dans d'autres confessions religieuses, comme l'alliance des chefs spirituels de Bangunza, des chefs traditionnels, des chefs coutumiers et de dynasties royales. C'est pour vous dire que cette inclusivité est reflétée dans chaque organisation. La plateforme des confessions religieuses, par exemple, quand vous pénétrez dedans, vous trouvez les musulmans, les kimbanguistes, tout le monde est là. Mais ils ont mandaté les représentants. Au niveau de la CNCO-SCC, ils ont mandaté les représentants. C'est pour vous garantir, en termes d'inclusivité, en termes de représentativité, que toutes les confessions religieuses, les grandes confessions religieuses du pays sont représentées. Mais attention, des cas isolés peuvent exister. Une ou deux personnes peuvent se dire, non, nous, on n'a pas été associés. C'est tout à fait normal, parce que c'est une œuvre humaine. Il y aura toujours des gens qui seront frustrés. Mais ce qui est plus important, quelle est la finalité de l'action que nous menons? Est-ce que nous les menons pour le pays ou pour des individus? Nous proposons nos bons offices pour le pays et non pour des cas individuels. Et donc, étant des représentants du peuple au sein de la coalition interconfessionnelle pour la nation, la plateforme des confessions religieuses, la CNCO et le CC, nous disons et nous confirmons que l'inclusivité des confessions est au rendez-vous dans cette démarche qui est en cours aujourd'hui. Très bien. Alors, on va décortiquer les grandes lignes. Vous l'avez dit, cette feuille de route est synthétisée en 4 grandes étapes. Et vous avez parlé de la première grande étape qui est les mois de la paix. Et là, vous parlez d'une messe écuménique. C'est une messe qui va réunir les différentes confessions religieuses. Bon, c'est la représentation des différentes confessions religieuses en touchant les autres religions.
Maintenant, j'aimerais savoir, la Senco et les CC, à l'entame, ils ont commencé par consulter les différentes parties prenantes sur le plan politique, la société civile. D'abord, ils étaient en équipe. On veut dire, il y avait les différentes confessions religieuses et les autres religions. Maintenant, quand vous vous dites les mois de la paix, ça veut dire quoi? Vous allez recommencer le travail déjà effectué par la Senco et CC, ou vous pensez que ce qui a été fait, ce sont des notions préliminaires et que ce que vous allez faire maintenant est plus consistant que ce qu'a fait la Senco et CC d'avoir consulté les différentes couches? La différence se trouve à quel niveau? Merci beaucoup. Je pense qu'il est important de clarifier la question dans la mesure où je viens de vous dire, et vous l'avez constaté, que la feuille de route qui a été rendue publique est le résultat d'un travail commun, est le résultat d'une longue période de travail en coulisses. Nos travaux n'ont pas été diffusés parce qu'on voulait garder les caractères confidentiels du travail qui se faisait. Et quand nous avons rendu public la feuille de route, nous avons dévoilé que nous avons travaillé pendant plusieurs jours pour l'harmonisation. Je voudrais ici souligner un fait. Le travail qu'a fait la Senco et les CC, nous considérons ça comme des acquis. Nous ne remettons pas ça en cause. Parce qu'il n'y a pas que la Senco et les CC. Nous tous avons fait des consultations, même si nous ne les avons pas rendues publiques. Il y a un travail qui s'est fait au vu aussi de tout le monde, et il y a des travaux aussi qui se font dans le silence. Nous aussi, la CIN, nous avons fait des consultations à notre manière. Je pense que vous avez vu, vous avez suivi les images. La CIN a été voir les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale. Vous avez vu la CIN aller vers les présidents d'Isensa, Olengankoy. Je crois que vous avez vu la CIN, l'autorité de référence de la CIN, aller vers être reçue par le cardinal Ambongo. C'est-à-dire la CIN a aussi mené... Et non dans les zones occupées par le rebelle, AFC M23. Là, c'est le risque qu'avaient pris la Senco et les CC. Vous êtes limité au niveau de Kinshasa. C'est ce que je suis en train de dire. Je vous ai dit que la CIN est implantée à travers tous les pays. Si vous suivez les médias aujourd'hui, vous verrez par exemple dans l'espace Grand Katanga, tous les jours il y a des activités qui se font, des consultations. Même dans les terrains sous occupation de l'AFC M23, les Kivu. Je vous ai dit qu'il y a des consultations qui se font, mais dans les silences. Maintenant, la réponse à votre question par rapport au mois de la paix, qu'en est-il réellement? Le mois de la paix ne remet pas en cause ce qui a été fait par des différentes plateformes religieuses pendant cette période. Mais le mois de la paix a des objectifs majeurs. Il y a d'abord les volets spirituels et les volets plaidoyer. Les volets spirituels, on commence par le culte écuménique qui va lancer officiellement le mois de la paix. Et ce culte-là va se tenir à travers toute l'étendue du pays. Pourquoi? Parce que nous sommes des pères spirituels. N'oublions pas que nous sommes dans un monde d'autrui qui est régi par des lois et des règles. Je parle du Créateur. Et donc nous devons dédier cette démarche entre les mains du Créateur, qu'il nous accompagne, qu'il touche les cœurs de ces enfants qui sont les Congolais, qu'ils aient la capacité de se regarder en face, la facilité de se tolérer, de se comprendre, de se supporter et de se réconcilier. Parce que vous ne pouvez pas demander à des personnes qui ne se regardent pas en face de s'asseoir et de parler le même langage. Donc il faut des activités préliminaires pour préparer l'esprit, le mental des Congolais à accueillir favorablement les assises en perspective pour qu'ensemble nous puissions parler les mêmes langages. J'avais dit autrefois, la particularité de cette étape spirituelle, c'est que les thèmes, les sujets de prière sont connus, la paix, la cohésion nationale et la réconciliation. Imaginez toutes les églises du Congo prier avec un seul sujet ou deux seuls sujets, l'unité du peuple, la paix. Ça veut dire qu'il faut d'abord préparer le cœur des Congolais
à s'accepter, à oublier leurs différends, à se tolérer, à accepter les vivre ensemble, à accepter la réconciliation, à accepter de se pardonner pour qu'après, nous puissions nous asseoir et parler les mêmes langues. Ça, c'est les volets spirituels. Maintenant, les volets plaidoyer. Il y a une étape de plaidoyer. Il faut politiquement préparer le terrain, que les terrains soient favorables. Il faut favoriser la décrispation politique pour que tout le monde vienne au dialogue en confiance, en sachant que c'est nous les Congolais, nous devons nous parler, nous devons nous regarder et nous devons trouver des raisons de bien vivre ensemble. Et il y a la grande pastorale, c'est-à-dire pendant toute cette période, il y aura des activités spirituelles, des activités laïques qui vont être menées sur toute l'étendue du pays. C'est l'activité préparatoire pour amener les Congolais à s'accepter mutuellement, à se tolérer et à accepter les bien vivre ensemble. Très bien, on va parler vite pour terminer ces 4 étapes parce que c'est les plus importants pour comprendre l'esprit même de la feuille de route. Et puis on va faire une étude comparative. À la deuxième étape, vous parlez des dialogues ou du dialogue des experts. D'abord, vous allez nous faire comprendre, ça veut dire quoi? Parce que déjà, vous qui êtes experts, vous vous êtes réunis pour donner la feuille de route ou la rendre publique. Mais vous avez encore besoin d'un dialogue des experts. Ça veut dire quoi, juste? Vraiment, merci beaucoup. C'est une particularité de cette démarche, de cette année, de cette époque. Vous vous souviendrez que les Congolais, en grande partie, sont fatigués des dialogues. Il y a eu plusieurs dialogues. Les gens se posent la question. Il y a eu plusieurs dialogues. Mais pourquoi on doit toujours revenir au dialogue? C'est pour répondre aux attentes de la population congolaise que nous avons amené cette nouvelle dimension dans les processus pour aboutir au dialogue. Les dialogues des experts. En fait, les experts ne sont pas des politiques, ce sont des experts, des intellectuels congolais qui doivent réfléchir et proposer, sur base des thématiques qui ont été choisies, de proposer des pistes de solutions dans tous les secteurs de la vie nationale. Vous allez voir que nous avons au moins 8 thématiques dans la feuille de route. La première thématique, c'est faire l'état des lieux de tous les dialogues que nous avons eus dans ces pays. Il faut que nous arrivions à comprendre pourquoi telle période, depuis 60 jusqu'à ce jour, nous avons eu combien de dialogues. Nous devons faire une évaluation objective de savoir pourquoi dans tel dialogue, telle disposition n'a pas été respectée, pourquoi tel aspect n'a pas été pris en compte. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui initier un nouveau dialogue sans faire l'état des lieux ou évaluer tous les dialogues que nous avons connus dans ces pays pour voir quelles sont les failles, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que nous devons améliorer. Ça, c'est la première thématique et la première raison de l'existence du dialogue des experts. La deuxième raison, c'est des stratégies de défense nationale et transfrontalière. Vous savez que nous sommes un pays avec 9 voisins. Nous devons réfléchir à fond de la manière la plus optimale de comment nous devons sécuriser nos frontières, comment nous devons sécuriser la population. Ça, c'est une matière qui doit être abordée dans le cadre du dialogue des experts. Troisièmement, nous avons la gestion sociale et économique. Comment nous gérons les sociales du peuple, l'économie nationale, parce que le peuple a besoin de travailler. Le peuple a besoin du bien-être, mais ce bien-être-là ne sera pas au rendez-vous tant que les questions de fond n'ont pas été abordées. Si vous voyez la quatrième thématique, c'est la gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Comment nous gérons notre environnement? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisant. Nous sommes dans une période où le réchauffement climatique bat son plein. Mais quel est l'apport de la RDC? Nous contribuons efficacement, mais est-ce que cet apport est reconnu à sa juste valeur? Est-ce que les dividendes qui sont dits nous sont rétrocédés pour que nous puissions impulser le développement à travers ça? Comment nous gérons nos ressources naturelles? Tout ça, ce sont des questions qui doivent être abordées. Père, vous allez continuer. Vous restez sur ce point-là. On a une question de curiosité.
je ne veux pas. Bon, c'est comme si vous voulez désorienter votre objectif principal de la feuille de route. Vous, c'est chercher la paix entre acteurs politiques et le fille du pays pour qu'un consensus se retrouve et que les pays marchent. Mais comment est-ce que les confessions religieuses abordent la question de l'environnement, la question économique? Vous voulez, ce n'est pas, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aller un peu plus loin que ce que vous pensez? Non, pas du tout. Nous n'allons pas plus loin. Nous faisons, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs dialogues. Devant nous, comme on dit, vous ne pouvez pas commettre les mêmes erreurs et vous attendre aux résultats différents. Donc aujourd'hui, nous devons amener une touche particulière. Nous devons amener une particularité, nous devons amener quelque chose qui n'a pas existé dans les différentes démarches précédentes qui nous ont amenés aux différents dialogues passés. Ce que nous faisons à travers les dialogues des experts, c'est quoi? Nous préparons les cahiers des charges du peuple. Vous vous rappellerez ou vous vous souviendrez que dans tous les autres dialogues que nous avons connus dans ces pays, les médiateurs ou les facilitateurs rencontrent les différents acteurs politiques pour récolter leur cahier des charges. Mais qu'en est-il du cahier des charges du peuple? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Puisque le peuple ne se reconnaît pas dans les différents dialogues. Puisqu'on dit que ce sont les dialogues des politiciens. Ils sont allés faire leurs ententes pour se partager les pouvoirs. Mais il faut amener quelque chose de nouveau. C'est quoi ce quelque chose de nouveau? Il faut donner à ces politiques les matières. Les matières sur lesquelles ils doivent siéger, c'est quoi? C'est toute la situation que traverse le pays, dans tous les domaines. C'est pourquoi nous avons prévu ce dialogue des experts qui représentent le peuple en termes de réflexion. Parce que nous n'allons pas réunir tous les 100 millions de Congolais pour réfléchir. Les problèmes du Congo sont connus. C'est pourquoi nous les avons catégorisés par thématique. Pour que ces experts, ces intelligences congolaises puissent réfléchir et proposer des pistes et des solutions qui vont servir de base pour les dialogues politiques. Au-delà des cahiers de charges des hommes politiques, mais les cahiers de charges du peuple, c'est ce qui sera produit par les dialogues des experts. C'est ça la particularité de la démarche que nous avons mise ensemble aujourd'hui. C'est ça la particularité que vous ne trouvez pas dans les autres dialogues que nous avons connus dans ces pays. Donc c'est pour mettre le peuple en confiance de comprendre que cette fois-ci, nous abordons la question du dialogue d'une autre façon en intégrant les experts congolais qui doivent réfléchir pour différentes solutions à proposer dans les secteurs clés de la vie nationale. Très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un mot pour clore la première partie qui était celle de comprendre la quintessence de cette feuille de route, l'esprit même de la feuille de route, afin d'éviter quelques ambiguïtés, interprétations du genre, surtout que les politiques ont leur manière de voir les choses. Vous avez un dernier mot, vous faites une conclusion de 1 minute par rapport à ce qui concerne la feuille de route. On entre dans d'autres détails. Merci, mais la feuille de route n'est pas épuisée puisque nous ne sommes qu'à la 2e étape. Nous avons dit que la 3e étape... C'est le dialogue politique. C'est le dialogue politique. C'est pour dire que c'est un processus. Nous n'arriverons pas au dialogue politique tant que nous n'avons pas les dialogues des experts, tant que nous n'avons pas les mois de la paix. Et donc, les mois de la paix, les dialogues des experts, ce sont des étapes préparatoires pour arriver au dialogue politique que tout le monde attend. Parce que c'est là que sera trouvé un compromis politique qui va permettre de nouveau la cohésion nationale, la cohabitation, la réconciliation, mais en tenant compte des aspirations du peuple par les résolutions qui seront prises dans le cadre du dialogue des experts. Donc, ce que je peux dire pour conclure en termes de la feuille de route, donc la feuille de route est rendue disponible. Nous avons soumis cette feuille de route au service du chef de l'État. Nous attendons la réaction du chef de l'État pour que les choses se mettent en marche. Donc, en ce qui nous concerne, nous, pères de l'Église, nous avons fait notre part et nous attendons que les chefs de l'État fassent la sienne pour que les choses se mettent en marche. Très bien. Là, au moins, d'ailleurs, vous avez fait une très belle ouverture à des différentes polémiques qui se disent autour de cette feuille de route, non seulement la feuille de route, mais le dialogue en général. Vous dites
après un travail fait des différentes confessions religieuses, il faudra attendre la bonne volonté du chef de l'État pour que vous commenciez l'essentiel. Qu'est-ce que vous pensez? Où est-ce que vous allez trouver les financements? Parce que vous aurez des consultations. Il y a des zones occupées. Vous devez consulter les rebelles. Il vous faut des moyens. Comment est-ce que vous avez profit dans cette feuille de route? Où est-ce que vous allez frapper la porte? Sur qui vous pensez ou espérez? D'abord, merci pour cette question à polémique dans l'opinion. Il faut comprendre que le travail que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous, nous le faisons pour le pays. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la conclusion, en rapport avec la feuille de route, que nous avons soumis au service du chef de l'État. Si le chef de l'État, le jour où il va décider de convoquer ou de lancer officiellement les processus, l'État mettra des moyens. Ce n'est pas nous. C'est que vous dépendez des caprices du chef de l'État. Non, non. S'il disait je serai dispo pour le dialogue en 2027, vous allez accepter? Bon, vous savez que nous n'avons pas à faire pression au chef de l'État. Ça, il faut le souligner. Nous sommes le père de l'Église. Nous avons offert ou nous offrons nos bons offices. Il y a quelqu'un à qui le Seigneur a confié la gestion de ce pays, qui est le président Félix, en cette période. Nous sommes pères de l'Église et nous croyons que toute autorité vient de Dieu. Et nous savons que le chef de l'État est quelqu'un qui aime la paix, parce que nous voyons tous les efforts fournis partout avec la diplomatie dans le seul souci de ramener la paix. Vous l'avez suivi, il a dit qu'il n'est pas contre le dialogue. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que nous avons harmonisé nos vies sur demande du président de la République. Donc ça veut dire que nous avons pris des initiatives isolées et nous avons soumis au chef de l'État qui a souhaité qu'il y ait une inclusivité, qu'il y ait une harmonisation. Alors le fait déjà de nous avoir engagés dans cette voie d'harmonisation, ça veut dire que nous avons sa bénédiction dans ce que nous avons fait pour produire la feuille de route. Et donc, quand le moment sera venu et que lui, il va lancer officiellement les processus, l'État congolais mettra les moyens qu'il faut pour permettre à l'équipe de la médiation de faire son travail et de préparer réellement ses assises. En dehors de ça, nous avons aussi des partenaires internationaux qui nous accompagnent toujours. Donc, le moment venu, quand le secrétariat technique de la médiation va travailler sur les budgets, et ce budget sera soumis à qui des droits, et en ce moment-là, on n'en débattra pas, parce que pour l'instant, le budget n'est pas encore élaboré et il n'est pas à l'ordre du jour. Très bien, merci beaucoup. Vous avez suivi au deuxième congrès les discours du chef de l'État en face de sa famille politique, l'union sacrée de la nation, et la réaction des différentes parties prenantes qui aspirent à ces dialogues. Quand le chef de l'État dit qu'aucun dialogue sans mon initiative, comment est-ce que vous l'avez appréhendé, vous qui êtes au milieu du village? Parce que moi, je ne vois pas que les confessions religieuses dépendent à 100% de la volonté du chef de l'État. C'est vous qui donnez les goûts aux différentes parties prenantes à comprendre qu'il y a l'urgence, et l'urgence ici, c'est la paix. Quand vous avez suivi son discours, quelle a été votre réaction? Je pense que si on regarde ça avec un œil sincère, il n'y a aucune contradiction dans la démarche des confessions religieuses par rapport à ce que le chef de l'État dit. Il n'y a aucune contradiction. Je vous ai dit. Des dialogues, celui qui donne l'initiative du dialogue, c'est ça. Écoutez, je vous ai dit ici que nous avons proposé différentes initiatives. Pourquoi nos frères de la SENCO et CC ont été voir le chef de l'État pour proposer leur initiative? Pourquoi nous, la SIN, avons approché le service du chef pour proposer notre initiative? Pourquoi la plateforme de confession religieuse a approché le chef pour proposer l'initiative? Parce que nous reconnaissons qu'il y a une autorité qui gère le pays. Si on devait faire fi à son existence, on devait lancer notre propre dialogue et commencer les assises. C'est-à-dire nous devons respecter l'ordre constitutionnel, l'ordre institutionnel établi. Il y a un président de la République, c'est lui qui gère le pays.
c'est lui à qui dépend la destinée de ces pays en cette période. Il ne donne pas des ordres aux rebelles qui occupent les territoires congolais. Les chefs d'État ne donnent pas des ordres à ces gens-là. Vous devriez aussi voir dans la mesure du possible comment convaincre les rebelles. Justement, c'est pourquoi je vous ai dit que dans les mois de la paix, je vous ai dit qu'il y a deux grandes activités. Il y a des activités spirituelles et il y a des activités de plaidoyer. Je vous ai dit ça. Les activités de plaidoyer, je vous ai dit, entre autres, chercher la décrispation politique pour que tout le monde vienne dans ses assises en confiance. Je l'ai dit. Ça veut dire quoi? C'est une étape préparatoire. Nous devons aller vers toutes les couches et toutes les tendances afin de faire résonner chaque Congolais à comprendre qu'il est important pour nous de nous mettre ensemble pour le bien de notre pays. Dans 35 ans, nous allons fêter les 100 ans d'existence de notre nation depuis son indépendance. Mais où sommes-nous? Devons-nous toujours continuer à ce cycle de violence? Aujourd'hui, on tire là-bas, demain, on tire là-bas. Non. À un certain moment, nous devons prendre le sursaut d'orgueil et dire non, 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 assez. C'est notre pays. Mettons-nous ensemble. Parlons le même langage et avançons. Ça dit, c'est pour vous dire que il est prévu dans le cadre des activités de plaidoyer de rencontrer toutes les parties prenantes et d'offrir nos bons offices pour ramener tout le monde au bon sentiment afin que nous puissions tous nous asseoir et parler le même langage pour aborder des questions profondes et trouver des solutions appropriées que tout le monde va s'engager autour de ces résolutions afin de ramener la paix. Je ne vais pas vous demander le plan B au cas où ça tournait en défaveur de vos souhaits. Parce que le discours du chef de l'État a été pris en compte par les autres couches politiques. Les chefs de l'État refusent de dialoguer avec des Congolais inféodés aux pays étrangers ou aux étrangers. Qu'est-ce que vous allez faire si lui restait mordicus à ne pas dialoguer avec ce qu'il appellerait les supplétifs ou les Congolais inféodés aux pays étrangers? Vous allez faire comment? Je ne veux pas que vous puissiez nous dévoiler les plans B. Vous avez le temps. Ok, merci pour cette question profondément politique. Je vais essayer à la limite de ce que je peux vous dire pour l'instant, afin que vous ayez une idée, une compréhension appropriée de la question. Je crois que le chef de l'État est un père de famille. C'est le premier citoyen du pays. Je ne vois pas un père de famille qui va rejeter ses propres enfants. Il l'a dit, oui. Il est politique, révérend. Bien sûr. Il est politique en dehors de tout. Il tient compte de ses cartes, de ses principes. Voilà. Toutes ces cartes auront des sens que quand il y a la paix sur toute l'étendue du pays. Toutes ces cartes auront les sens s'il y a le bien vivre ensemble, si le peuple trouve son compte. Le pays a du mal à décoller parce que nous vivons des cycles d'insécurité, d'instabilité de plus de 30 ans. Ce n'est pas dans l'intérêt du chef de l'État d'avoir une partie du pays sous occupation et laisser ça dans ces conditions. Je crois que vous-même, vous avez suivi toutes les initiatives. Il y a l'accord de Washington, il y a ce qu'on a appelé l'accord de principe de Doha. Mais qui sont à Doha? Ce sont nos frères qui ont pris les armes. C'est un processus que nous ne pouvons pas négliger. Pourquoi le chef de l'État a fait ça? C'est dans les soucis de rechercher la paix. Et nous, en tant que pères de l'Église, nous sommes des pères spirituels et du chef de l'État et de tous les Congolais. Notre souci, c'est le bien vivre ensemble de tous les Congolais. Nous allons faire notre travail et je pense qu'avec l'aide du Seigneur, nous aboutirons à un compromis où tous les Congolais se mettront ensemble. Très bien. Tout ça, c'est en termes de comprendre si, du camp du pouvoir, ils ont cette bonne volonté de comprendre qu'il y a un travail de titan abattu par les chefs spirituels, les pères spirituels que vous êtes. Pas plus loin. Vous avez suivi la déclaration du gouvernement via le ministre de l'Intérieur en suspendant
la gratuité de l'enseignement dans les zones occupées. Est-ce c'est mettre de l'huile dans le feu, ou vous pensez que quelque part ça cloche un peu? Vous avez le temps. Quand on suspend, parce qu'on va voir s'il y a une ambiguïté. Comment est-ce que les gens qui veulent, ils manifestent leur bonne volonté d'aller au dialogue, mais en même temps, vous coincez ceux avec qui vous pensez parler. Vous avez le temps. Ils ont suspendu la gratuité de l'enseignement dans les zones occupées. Bon, d'abord, je voudrais ici souligner que je ne suis pas venu pour répondre aux questions de fond dans le cadre politique. Je suis venu parler de la feuille des routes dans le cadre du processus. Ouais, la feuille de route est en face d'une réalité qu'elle voudrait résoudre. Justement, justement, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a des activités qui ont été prévues dans le mois de la paix. Je vous ai dit que le mois de la paix, c'est pour préparer les âmes des Congolais à s'accepter, à se tolérer. Là-dedans, nous avons déjà résolu ces problèmes. Je n'ai pas les détails ou les raisons fondamentales qui ont fait que les gouvernements prennent ce genre de mesures. Je ne vais pas rentrer dedans pour donner des arguments qui peut-être ne cadrent pas avec la réalité de ceux qui ont pris cette décision. Moi, je reste dans la logique de la démarche que nous, les pères spirituels, avons lancée, dans la démarche sur laquelle nous sommes inscrits. C'est pour ramener tout le monde au bon sens. Je l'ai dit, il faut préparer. N'oublions pas que nous sommes dans un monde d'autrui. Le Créateur a mis des lois. Et nous, en tant que pères spirituels, notre rôle, c'est de faire en sorte que tous les enfants qui se reconnaissent être enfants de Dieu vivent ensemble. Et donc, notre démarche, c'est de préparer. Pendant la période de plaidoyer, c'est en ce moment-là que nous allons aborder toutes ces questions pour amener la confiance et que tout le monde se sente à l'aise. En attendant la bénédiction du chef de l'État, parce que jusque-là, vous n'avez pas l'assurance de la faisabilité des choses, parce que vous patientez sa bonne volonté. Mais justement, c'est ce que j'ai dit, nous ne pouvons pas forcer la main du chef de l'État. La temporalité, père, temporalité, la règle d'or. Nous sommes dans un pays démocratique, nous dépendons des textes, et les textes approuvent qu'un chef de l'État a un seul mandat, renouvelable une fois s'il est voté, automatiquement. Mais là, nous courons vers la fin du mandat du chef de l'État, et vous avez des urgences. Pourquoi vous devez dépendre de sa volonté alors que le temps est imparti? Mais parce que c'est lui qui gère le pays, c'est lui que le peuple congolais a choisi. C'est lui qui a le bâton de commandement. Il continue à blesser les autres camps en politique jusque-là. C'est lui qui a le bâton de commandement. Nous avons pris l'initiative et reconnaissant l'ordre institutionnel, nous lui avons soumis ce que nous avons proposé. C'est lui qui nous a demandé de nous mettre ensemble, d'harmoniser nos initiatives et de produire une initiative commune qui rencontre l'inclusivité des confessions religieuses. C'est sur sa demande, je l'ai dit. Nous avons fait notre part. Nous ne sommes pas politiques, nous sommes spirituels. Nous avons fait notre part, puisque c'est lui qui nous a demandé de nous mettre ensemble et d'harmoniser. Nous lui avons soumis la feuille de route. À lui maintenant de poser les actes. Au moins les Congolais ont vu que les pères de l'Église ont fait leur part. Donc pour l'instant, la responsabilité est du camp du chef de l'État. Au cas où ça bardait, c'est lui le responsable. Nous l'avons clairement dit les jours où nous avons lancé la feuille de route. Que nous, les confessions religieuses, avons fait notre part. Les restes, nous attendons la réaction du chef de l'État. Mais vous devriez aussi avoir une carte en dehors de ça, parce que un politique est capable de jouer à ses propres manœuvres dilatoires. Bon, pas dilatoires, excusez-moi, j'ai reçu les termes. Un politique est capable de jouer à ses manœuvres politiques. Alors, vous de votre côté, les urgences s'imposent, cher révérend. Il y a les territoires qui continuent à être occupés par les rebelles et vous attendez la volonté du chef de l'État. Est-ce que la médiation, vous n'avez pas besoin d'une médiation étrangère dans cette feuille de route? C'est une affaire congolaise. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui vont se prendre en charge pour faire la médiation. Le chef de l'État est la personne la mieux informée de tous les Congolais. Très bien. Donc tout ce que vous dites là, il est au courant et il sait ce qui se passe dans le pays. Et il sait que c'est important pour nous de déclencher ce processus, de ramener tout le monde au bon sens pour parler le même langage. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez faire un petit mot de la fin? On termine cette émission. Les petits mots de la fin que je peux faire, c'est de demander aux Congolais
C'est une question extrêmement importante qui touche à la survie de notre nation. Nous ne pouvons pas impulser le développement dans un pays miné par l'instabilité, l'insécurité au nord-est de la République. C'est comme je l'ai toujours dit, le pays est un corps a plusieurs membres. S'il y a un membre qui est malade, c'est tout le corps qui est paralysé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile d'initier de très grands projets de développement parce qu'il y a des grands investisseurs qui hésitent de venir dans notre pays compte tenu de l'instabilité. Quand est-ce que nous allons mettre fin à ça? Allons-nous continuer avec cette situation? Là, nous freinons le développement du pays. Donc, ce que nous disons, nous demandons au peuple de ne pas céder aux racontars qui se fassent sur les réseaux sociaux, de croire aux pères de l'Église que nous sommes, leurs pères spirituels, que les processus que nous avons engagés est celui qui va aider les pays à retrouver la paix, la cohésion nationale, la réconciliation pour que tous les Congolais se regardent et parlent le même langage afin d'impulser le développement de notre pays. Et pour terminer, je voudrais ici faire une mention spéciale à l'autorité de référence de la CIN, Maître Malou Abilik Cléophas, grand chevalier impérator, lui qui a eu l'initiative de mettre en place cette grande plateforme religieuse nationale qui aujourd'hui nous a permis de contribuer et de jouer un rôle important dans ces processus de recherche de la paix, de la cohésion nationale et de bien vivre ensemble en République démocratique du Congo. Merci à tous. Merci révérend Père ingénieur Emmanuel Moutounossi, président en charge de la communication et porte-parole de la coalition interconfessionnelle pour la nation SIN en RDC. SIN RDC, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité, une fois de plus, de m'adresser à la population congolaise qui nous suit à travers le monde entier. Une salutation particulière à tous les Congolais de la diaspora qui sont préoccupés à la situation qui secoue notre pays. Nous leur demandons, le moment venu, ils seront associés dans les dialogues des experts pour qu'ils donnent leurs idées, pour qu'ils contribuent afin que tous ensemble, comme nous puissions ramener la paix en RDC. Merci beaucoup et merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Continuez à consommer votre élément sur l'application mobile Blue OTT International. Retrouvez votre chaîne, la FM en télévision. Merci à l'équipe technique de nous avoir accompagnés, surtout pour des belles images. Et merci à la régie. Moi, je vous retrouve très prochainement.